Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lorsque dans un discours célèbre devant la tribune des Nations Unies, le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, affirme que ce sont les pauvres des pays pauvres qui enrichissent les riches des pays riches, il s'agit d'un argument. Dans sa requête en inconstitutionnalité de l'ordonnance numéro 16065, du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auprès de la Cour constitutionnelle de la RD Congo, Maître Dieudonné Kalouba note que premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 122 et 128 de la Constitution de la rez-de-chaussée, en ce que l'ordonnance querellée contrevient gravement aux règles fondamentales de la compétence d'attribution et du domaine réservé de la loi. En confiant la compétence de faire mener et sanctionner toute personne pour les infractions visées, l'ordonnance critiquée a manifestement outrepassé cette frontière normative et de ce fait, pêche cruellement par un vice d'incompétence. Tel qu'énoncé, ce conseiller jouerait le rôle à la fois du ministre de la Justice officieux, puisqu'il pourrait donner des injonctions officieuses au ministère public pour faire des enquêtes et autres investigations, mais surtout il jouerait à coup sûr le rôle de ministère public, puisqu'en vertu de l'article 3 de la susdite ordonnance, toute personne ou service requis par lui est tenue de déférer à ses réquisitions. Nous avons affaire à une argumentation. Le professeur Yvon Mingachang montre dans sa thèse de doctorat portant sur l'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la légitime défense préventive en procès, ULB 2007 à 2008, que l'usage de la violence armée n'est plus l'apanage des seuls sujets de droit international. Les observateurs avisés constatent dorénavant que des entités non étatiques, souvent déterritorialisées, aux visées prédatrices ou eschatologiques et suradaptées au monde moderne, ont tout autant acquis des capacités spectaculaires d'attenter à l'intégrité territoriale d'un État donné. Plus que cela, elles sont également en mesure de disposer, ou le cas échéant, de fabriquer des armes de destruction massive, à l'instar des régimes accusés de les sponsoriser ou de les héberger. Les gouvernements, qui redoutent ainsi des actions susceptibles d'émaner desdites entités, témoignent de plus en plus d'inquiétude au sujet de leur sécurité et de leurs intérêts à travers le monde. Mais entre-temps, il s'avère que le mécanisme institutionnel et structurel de régulation de l'ordre international ne semble pas encore parfaitement intégrer les diverses manifestations de leur modus operandi. Voilà pourquoi, il y en a qui tirent prétexte de cet état des choses pour justifier des opérations militaires, à titre purement préventif, dans les rapports réciproques entre sujets de droit des gens, en dépit des restrictions imposées dans le cadre du système de sécurité collective au lendemain de la Grande Guerre, Mingachang, 2007-2008 sur 2. Il tient un raisonnement composé de plusieurs arguments. À propos du risque de banalisation du crime contre l'humanité, le professeur Nyabirungu Mwensonga fait de la critique argumentée en soutenant dans ses écrits que, à la lecture d'un certain nombre de jugements, il se dégage une tendance qui consiste à qualifier de crimes contre l'humanité des comportements certes criminels, mais dont l'exacte qualification devrait relever du droit commun. Cette tendance est surtout remarquée à l'occasion des événements où se commettent des infractions telles que le meurtre, le viol ou les violences sexuelles à l'est de la rez-de-chaussée. Nous n'avons pas compris comment une expédition punitive et ciblée peut mériter une qualification de crime contre l'humanité. Sans devoir relever ici tous les éléments constitutifs du crime contre l'humanité, nous ne pouvons pas perdre de vue que celui-ci est réalisé lorsqu'un des actes énumérés à l'article 7.1 du Statut de Rome est commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Cela veut dire, poursuit Nyabirungu Mwensonga, que pour retenir le crime contre l'humanité, le juge doit s'assurer, entre autres éléments, qu'il existe une politique d'un État ou d'une organisation visant à attaquer la population civile. Il ne s'agit pas d'un élément accessoire ou facultatif, mais bien d'un élément constitutif. Dans l'affaire Kibibi, il fallait établir que les actes posés en l'espèce relevaient d'une politique de l'État congolais ou du gouvernement congolais,
déterminé ou défini dans un document officiel, une loi, un décret, un édit, une circulaire, un discours ou une pratique constante et avérée, d'attaquer systématiquement ou de manière généralisée telle population civile. Cela n'apparaît pas dans l'arrêt et, en tout état de cause, est difficile à concevoir ou à imaginer dans le cadre d'une expédition punitive par des militaires en réaction au lynchage d'un des leurs. Bref, la Cour a ignoré ou à tout le moins, n'a pas discuté et donc n'a pas établi un élément essentiel du crime contre l'humanité. Au risque de banaliser ce crime, le juge doit se limiter à l'application des dispositions du droit pénal commun, c'est-à-dire retenir comme qualification l'assassinat, le meurtre, l'arrestation arbitraire, la détention illégale, le viol, le pillage, etc. Banaliser le crime contre l'humanité est une atteinte aussi bien à la lettre qu'à l'esprit de la loi. Bref, une violation du principe de la légalité, Nyabirungu 2013 sur 187 et 188. Un autre exemple de l'argumentation est tiré de l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo C. Belgique, dite aussi affaire Yerodia, arrêt du 14 février 2002, recueil Sige 2002. Le 17 octobre 2000, le Congo a déposé au greffe une requête introductive d'instance dans laquelle il était demandé à la Cour de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat d'arrêt international décerné le 11 avril 2000. Le Congo y faisait valoir deux moyens distincts. Il soutenait en premier lieu que la compétence universelle que l'État belge s'attribue par l'article 7 de la loi en cause constituait une violation du principe selon lequel un État ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre État, et du principe de l'égalité souveraine entre tous les membres de l'Organisation des Nations Unies, proclamé par l'article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies. En deuxième lieu, il y affirmait que l'exclusion qui découle de l'article 5 de la loi belge de l'immunité du ministre des Affaires étrangères en exercice constituait une violation de l'immunité diplomatique du ministre des Affaires étrangères d'un État souverain, reconnue par la jurisprudence de la Cour et découlant de l'article 41, paragraphe 2, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Di Stefano et Buzzini 2005 sur 906. Dans une autre argumentation, la Belgique dans cette affaire soulève une exception ainsi formulée. Étant donné que M. Yerodia Ndombossi n'est plus ni ministre des Affaires étrangères, ni ministre chargé d'une quelconque autre fonction au sein du gouvernement, il n'y a plus de différend juridique entre les parties au sens des déclarations facultatives d'acceptation de la juridiction de la Cour déposées par les parties et la Cour n'est en conséquence pas compétente en l'instance. La Belgique ne conteste pas qu'un différend ait existé entre les parties au moment où le Congo a déposé sa requête introductive d'instance, et que la Cour ait été correctement saisie par cette requête. Elle soutient toutefois que la question n'est pas de savoir si un différend juridique existait à l'époque, mais de savoir si un différend juridique existe présentement. La Belgique se réfère notamment à cet égard à l'affaire du Cameroun septentrional, dans laquelle la Cour avait jugé que sa fonction est de dire le droit, mais qu'elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties, Sige, recueil, 1963, pp 33 à 34, ainsi qu'aux affaires des essais nucléaires Australie C. France et Nouvelle-Zélande C. France, dans lesquelles elle avait précisé ce qui suit. La Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudre des différends existants entre États. Le différend dont la Cour a été saisie doit donc persister au moment où elle statue. Sige, recueil 1974, pp 270 à 271 par 55, page 457 par 58. La Belgique soutient que la fonction du ministre des Affaires étrangères exercée par M. Yerodia était au centre de la requête introductive d'instance du Congo. Or, souligne-t-elle, des changements sont intervenus dans les circonstances qui étaient au cœur même de l'affaire, puisqu'il a été mis fin aux fonctions de ministre des Affaires étrangères de M. Yerodia au mois de novembre 2000 et que depuis le 15 avril 2001, celui-ci n'occupe plus aucune fonction au sein du gouvernement du Congo. Selon la Belgique,
Bien qu'une différence de point de vue puisse subsister entre les parties quant à l'étendue et au contenu des dispositions de droit international régissant les immunités d'un ministre des Affaires étrangères, celle-ci revêt aujourd'hui davantage une portée abstraite qu'une portée concrète. Il en découle, de l'avis de la Belgique, que l'instance s'est désormais transformée en une tentative du Congo d'obtenir un avis consultatif de la Cour, qu'il ne s'agit plus d'un cas concret recouvrant un litige réel entre les parties et que dès lors la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'affaire. Di Stefano et Buzzini 2005 sur 907. Avec un contre-argument, le Congo rejette cette exception de la Belgique. Il soutient qu'il existe bien un différend juridique entre les parties, dans la mesure où il affirme que le mandat d'arrêt a été délivré en violation de l'immunité de son ministre des Affaires étrangères, que ce mandat était illicite ab initio, et que ce vice juridique persiste malgré les changements intervenus ultérieurement dans les fonctions exercées par l'intéressé, alors que la Belgique affirme que l'émission et la diffusion du mandat d'arrêt n'étaient pas contraires au droit international. Le fait que M. Yerodia n'exerce plus de fonctions officielles n'a nullement eu pour effet d'effacer le fait illicite et le dommage qui en découle, dommage dont le Congo continue à demander réparation. Di Stefano et Buzzini 2005 sur 908. Dans sa décision, la Cour internationale de justice rappelle que, selon une jurisprudence constante, sa compétence doit s'apprécier au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance. Ainsi, si elle est compétente à la date à laquelle une affaire lui est soumise, elle le demeure quels que soient les événements survenus ultérieurement. De tels événements peuvent éventuellement conduire à constater qu'une requête a été par la suite privée d'objet et à prononcer un non-lieu à statuer. Il ne saurait en revanche priver la Cour de sa compétence, voir Notebom, exception préliminaire, arrêt, Sige, recueil 1953, page 122, droit de passage sur territoire indien, exception préliminaire, arrêt, Sige, recueil 1957, page 142, question d'interprétation et d'apostrophe. Application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamaïria arabe libyenne c. Royaume-Uni, exception préliminaire, arrêt Sige, recueil 1998, pp 23 à 24 par 38, et question d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamaïria arabe libyenne c. États-Unis d'Amérique, exception préliminaire, arrêt Sige, recueil 1998, page 129 par 37. La Cour continue son raisonnement de la sorte. Le 17 octobre 2000, date à laquelle a été déposée la requête introductive d'instance du Congo, chacune des parties se trouvait liée par une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour effectuée conformément à Article 36 du statut de la Cour. La Belgique par une déclaration du 17 juin 1958 et le Congo par une déclaration du 8 février 1989. Ces déclarations ne comportaient aucune réserve applicable au cas d'espèce. Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties qu'un différend les opposait alors quant à la licéité au regard du droit international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et quant aux conséquences à tirer d'une éventuelle illicéité de la Cour, à savoir un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition des thèses juridiques ou d'intérêt entre deux personnes, dans lequel la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre. Question d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971, résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamaïria arabe libyenne c. Royaume-Uni, exception préliminaire, arrêt Sige, recueil 1998, page 17 par 22. Question d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamaïria arabe libyenne c. États-Unis d'Amérique, exception préliminaire, arrêt Sige, recueil 1998, pp 122 à 123 par 21. La Cour en conclut qu'au moment où elle a été saisie de l'affaire, elle avait compétence pour en connaître. Elle est demeurée compétente pour ce faire. La première exception soulevée par la Belgique doit par suite être rejetée. Di Stefano et Buzzini 2005 sur 908-909. Les exemples que nous venons de donner montrent bien que la vie des hommes dans sa diversité offre permanemment les occasions pour faire valoir une opinion
objecter ou réfuter un point de vue émis dans une matière donnée. Cela est fait par des arguments, lesquels traduisent les sentiments et la foi de la personne qui argumente. C'est probablement ce qui fait que, de par sa nature, et lorsqu'il recourt aux instances judiciaires ou aux autorités publiques pour un problème qui le tient à cœur, l'homme éprouve le besoin de croire en la justice. Labigne 2007/61. Cette croyance en la justice a pour fondement la foi dans le syllogisme juridique auquel recourent les plaideurs lorsqu'ils argumentent et les juges lorsqu'ils motivent leurs décisions. Que ce soit dans les plaidoiries ou dans les décisions, force est de remarquer que leurs auteurs procèdent par construction ou déconstruction, participant ainsi à la démonstration juridique. Celle-ci prend la forme d'un raisonnement syllogistique, dans lequel, ainsi que nous le montrerons largement, la majeure est constituée par le principe juridique applicable, la mineure par les circonstances de la cause, tandis que la conclusion est tirée du rapprochement des prémices, à savoir la constatation que les éléments de la mineure se retrouvent dans la majeure. Cependant, qu'on ne s'y trompe pas, la pratique judiciaire s'éloigne souvent de l'argumentation syllogistique dont nous venons de parler, pour verser dans la manipulation dialectique, Souris 2011, utilisant entre autres l'émotion ou la dialectique héristique. Il reste important de disposer des moyens pour déceler et dénoncer les procédés de manipulation dialectique aux fins d'en limiter l'incidence, même si, devons-nous l'avouer surtout dans le domaine juridique, être instruit des moyens qui assurent la victoire n'est pas encore la remporter. Sun 2000/24. Dans tous les cas, la logique sera mise à contribution pour chaque argument à émettre. Cette étude sur l'argumentation juridique s'inscrit, à n'en point douter, dans le cadre de la logique juridique. Rappelons que le terme logique provient du substantif grec logo, parole, raison, et plus précisément de l'adjectif logikos qu'on trouve pour la première fois dans le titre de l'ouvrage de Démocrite, à savoir péri ton logikon eukanon, des problèmes logiques ou la règle, et qu'Aristote utilisait pour parler des vertus, dispositions intellectuelles, ai logikai artai. Par contre, le Aristote, fondateur du lycée, n'appelait pas logique la science à laquelle il a donné naissance dans les écrits réunis par la suite sous le vocable des apostrophes organon, organon. Jusqu'au XVIIe siècle, on l'a nommé plutôt dialectique. C'est seulement à compter du siècle qui a vu la parution de la logique de Port-Royal. Son véritable titre est La logique ou l'art de penser d'Arnaud et Nicole, 1662, que l'emploi du nom logique s'universalise et devient constant, voir G. Kalinowski, Logique formelle, In dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris LGDJ, 1993, pp. 350 à 351. Dans le cadre de ce livre, nous allons aborder l'étude de la logique en vigueur dans les raisonnements juridiques que nous appelons pour la commodité, logique juridique. Celle-ci n'étant pas en concurrence avec la logique formelle, car si d'une part, aucun homme sensé ne doute de la validité du syllogisme ni d'aucun mode de raisonnement formellement correct, il n'est pas, d'autre part, de même, s'agissant du raisonnement juridique, dont les prémices ne sont ni évidentes ni indifférentes et où la conclusion est une décision qui opte pour l'une ou pour l'autre des thèses en présence. Depuis l'Antiquité, on connaît des raisonnements utilisés dans l'interprétation et l'application des textes juridiques, tels que les arguments a simili, a contrario, a fortiori. Il est très facile de montrer que l'effort fourni par M.M. Ulrich Klug et Georges Kalinowski dans leurs enseignements, auxquels nous nous référerons dans cette étude, tendant à dégager la structure formelle de ces arguments traditionnels de la pensée juridique, n'a pu aboutir à en faire des modes de raisonnement purement formels. En effet, s'ils y étaient parvenus, alors ces modes de raisonnement seraient toujours valables et universellement applicables, ce qui est loin d'être le cas, car par exemple, les arguments a simili et a contrario appliqués à un même texte conduisent à des conclusions diamétralement opposées. Et quand bien même l'on veut réduire ces arguments à des schémas purement formels, il est cependant indispensable de faire précéder chaque fois leur application d'une argumentation concernant la volonté du législateur pour savoir si oui ou non celui-ci avait bien l'intention qu'on lui prête. Si par exemple, une législation soumet tous les jeunes gens d'un certain âge au service militaire obligatoire, on pourrait conclure par l'argument a simili que les jeunes filles y sont également soumises et par l'argument a contrario qu'elles en sont dispensées. Par conséquent, pour éviter cela, il faut chercher à savoir si le législateur a voulu exclure les jeunes du service militaire ou au contraire dans le texte légal l'expression « les jeunes gens » embrasse-t-elle également les jeunes filles.
La question de la recherche de la volonté du législateur fera l'objet d'un examen, lorsque nous traiterons de la question de l'interprétation qui utilise le canal de l'argumentation. Ce même type de problème pourrait surgir lorsque dans un testament, le de Cujus, père de 4 filles et de 3 garçons, a écrit que tous mes biens immeubles reviendront à mes fils alors que mes biens meubles seront partagés entre mes frères et sœurs. Par argument à contrario, on penserait que les filles du de Cujus ne sont pas concernées par le partage des biens immeubles, alors que par argument à simili on conclurait que ces filles sont également concernées considérant que l'expression « mes fils » renvoie à tous les enfants de l'auteur du testament, filles comme garçons. Ainsi donc, les techniques réduisant ce type d'argument, à simili, a contrario a fortiori, à des schémas purement formels escamotent ce choix préalable, qui ne peut être justifié que grâce à une argumentation tout à fait étrangère à la logique formelle. Faut-il pour autant exclure de la logique l'étude des arguments, et spécialement de ceux qui ne se laissent pas réduire à des schémas purement formels ? La conséquence qui en résulterait immédiatement, c'est qu'on ne comprendrait rien à la logique de la controverse, car c'est dans les discussions et les controverses que l'on trouve les argumentations en sens divers qui ne peuvent qu'être étrangères à la logique formelle, étudiant les lois logiques, les raisonnements corrects, valables et contraignants, ne donnant lieu à aucun désaccord. Disons-le, d'ores et déjà, le raisonnement juridique aura ses spécificités par rapport au raisonnement aristotélicien. Une certaine distance entre ces deux modes sera constatée. Par moments l'un pourrait aller avec l'autre, il arrivera souvent aussi que l'un ne procède pas comme l'autre. Ce livre s'articule sur 4 parties, chacune avec plusieurs chapitres. La première partie porte sur l'argumentation et le droit. L'entrée en matière commencera par s'interroger sur le sens d'argumenter. Nous montrerons le rôle de l'argument, l'indispensable lien entre le droit et l'argumentation. Dans la deuxième partie, nous évoquerons les outils de l'argumentation juridique. Les connecteurs de l'argumentation ainsi que le raisonnement juridique constitueront les axes principaux de nos analyses. La troisième partie examinera plusieurs questions relatives à l'antinomie, à la lacune, à la preuve, à la présomption ainsi qu'à la fiction. L'occasion sera saisie pour mettre en exergue le type d'argumentation, lorsque le juriste se retrouve face à une antinomie et à une lacune. La preuve, la présomption ainsi que la fiction étant des outils utilisés dans la construction ou la déconstruction du raisonnement en droit, retiendront notre attention. Il nous reviendra d'y consacrer une bonne partie de notre réflexion avec comme leitmotiv de montrer l'incontournabilité de la dimension argumentative dans le commerce juridique. Une fois ce décor planté, l'abord des décisions judiciaires, objet de la 4e partie, résultant des qualifications et motivations ayant comme socle l'argumentation nous conduira à cadrer le discours sur la vérité judiciaire qu'il ne faut pas toujours confondre avec la vérité scientifique ou ontologique. Nous terminerons par attirer l'attention sur les vices qui peuvent entacher le raisonnement juridique à partir des stratagèmes paralogiques et sophistiques que peuvent mettre en place les différentes personnes qui utilisent le droit comme moyen, et pas toujours et nécessairement comme fin. Première partie, l'argumentation et le droit. Nous partirons, dans le premier chapitre, d'une question qui nous amènera à comprendre la portée sémantique de l'argumentation. Le deuxième chapitre mettra l'accent sur l'argument et les usages prévus et prévisibles en argumentation. Le troisième chapitre établira le lien entre le droit et l'argumentation. Chapitre 1. Ce qu'argumenter veut signifier. Ce chapitre va nous donner des esquisses sur le sens que revêt l'argumentation, ses caractéristiques, ses finalités et les différentes approches qu'elle peut mobiliser. Section 1. Sens et portée de l'argumentation. Argumenter consiste à trouver les moyens pour provoquer une unicité de réponse, une adhésion à sa réponse auprès de l'interlocuteur. Comme nous le verrons, l'argumentation présente une spécificité indéniable bien que faisant partie de la rhétorique à laquelle il ne convient ni de l'identifier ni de l'opposer. Meyer, 2008/15-16. S'agissant précisément de la rhétorique, plusieurs définitions ont été proposées. Les unes s'arrêtent à l'art de parler, aux marques argumentatives ou au style, à cet égard on parle du logo, les autres à l'intention de l'orateur se focalisent à ce qu'il veut dire derrière ce qu'il dit, on appelle cet aspect-là des choses léthos. D'autres définitions encore préfèrent évoquer la manipulation,
le charme, l'envoûtement, le verbiage sans fond qui plaît et émeut, c'est ce qu'on appelle le pathos. Les conceptions de la rhétorique que l'on rencontre généralement mettent l'accent sur l'une ou l'autre de ces trois composantes, l'éthos, le pathos ou le logo. Pourtant, note Michel Meyer, ces trois paramètres sont indissociables, ramenant ainsi la rhétorique à un rapport intersubjectif entre un locuteur, orateur ethos, et un auditoire, pathos, via un ou du langage, logo, Meyer 2008/11, Host et de Kerkhove 2002/422. L'on comprendra dès lors que l'argumentation se présente comme le réceptacle du déploiement rhétorique. Définie habituellement comme une démarche discursive par laquelle une personne entend persuader un auditoire du bien-fondé de sa thèse et ce par l'emploi d'arguments, Martineau, 2012/5, l'argumentation reste un art mais également une technique exigeante. Ce qui la caractérise en propre est le raisonnement, lequel repose non seulement sur la forme mais également sur la conclusivité qui s'appuie sur les éléments matériels, le sujet traité. D'une part, c'est l'opposabilité de la thèse, son aspect problématique, qui fait que l'alternative s'incarne dans une opposition dialectique entre individus qui croient chacun en l'un des termes de l'alternative, mais bien sûr pas le même. D'autre part, l'argumentation, visant à produire l'adhésion à une seule réponse, à persuader l'autre, permet que le problème de départ s'abolisse dans la réponse finale qui doit aussi répondre à la problématique de l'autre pour s'imposer à lui, Meyer, 2008/16. Ainsi que nous l'indiquerons dans cet ouvrage, l'objectif du discours argumentatif consiste à propos d'un thème, un sujet, de soutenir une thèse, un point de vue, une opinion qui répondent à une problématique. Il faut convaincre un adversaire, soit pour modifier son opinion ou son jugement, soit pour l'inciter à agir ou à ne pas agir. Quelques exemples pour mieux faire comprendre ces notions. Un thème est un sujet de discussion plus ou moins précis, délimité. Un degré ainsi à propos du mariage, on pourrait évoquer les formes de mariage, le mariage des homosexuels, la polygamie, la polyandrie, le mariage et l'adoption, la question du mariage et de la stérilité, le mariage et le divorce, etc. 2 degrés sur le détournement, on aborderait les formes de détournement, l'impact des détournements sur les finances publiques, le problème du détournement et de l'impunité, etc. 3 degrés au sujet du tabac, les usages sociaux du tabac, les méfaits du tabac, tabac et drogue, tabac et addiction, etc. seront mis en relief. Une problématique quant à elle est formulée sous forme d'une question à propos du thème. Ainsi, à propos des thèmes ci-haut mentionnés, on trouvera certaines questions comme celle de savoir si la polyandrie est-elle légale ? Pourquoi l'homosexualité est-elle clandestine dans certains pays ? Faut-il divorcer pour cause de stérilité ? Le détournement est-il puni de la même manière dans tous les secteurs de la vie nationale ? Le tabac est-il dangereux ? Pourquoi les jeunes gens fument-ils ? Quels sont les usages du tabac, etc. De son côté, une thèse est une réponse à cette problématique, une prise de position tranchée ou nuancée. Oui, la polyandrie est illicite. La polygamie n'est pas légale mais elle est tolérée. Non, l'homosexualité n'est pas répréhensible, c'est plutôt le mariage des homosexuels qui n'est pas encore reconnu. Non, le détournement commis par les hauts gradés de l'armée ou de la fonction publique n'est pas puni. Oui, fumer est dangereux. Fumer est dangereux, toutefois la quantité, le type de pratique et l'attachement aux produits nuancent le pronostic, etc. Comme on peut s'en rendre compte, argumenter, c'est donc définir la stratégie la plus efficace, la plus habile pour faire connaître sa position, sa thèse, la faire admettre à un lecteur, à un interlocuteur ou à un auditoire, ébranler des contradicteurs, faire douter un adversaire, faire basculer les indécis, contredire une thèse opposée, critiquer une position contraire ou éloignée, démontrer avec rigueur, ordre et progression, se mettre en valeur, servir une cause, un parti, une foi, marquer les esprits par des effets de logique, de présentation, de mise en perspective, des procédés oratoires, etc. Toutes ces finalités isolées ou combinées donnent naissance à une variété de formes et de tonalités qui rendent chaque tentative d'argumentation très originale et parfois difficile à discerner. En d'autres mots, argumenter, c'est aussi montrer que son interlocuteur ne saurait à la fois accepter certaines propositions et refuser leurs conséquences, lesquelles appartiennent à la conjonction des prémices. Ainsi, une argumentation peut paraître lâche ou serrée, courte ou longue, formelle ou informelle, lourde ou subtile,
produite avec une économie de moyens ou au contraire donner l'impression de pilonnée, classique ou novatrice, un long siège ou un coup d'audace, simple ou à effet, sérieuse ou bouffonne, évidente ou ironique, directe ou indirecte, agressive ou complice, etc. Section 2. Caractéristiques et dimensions téléologiques de l'argumentation. Convaincre, persuader, délibérer. De par sa nature, l'argumentation revêt plusieurs caractéristiques. Elle est protéiforme, répondant fondamentalement au besoin humain d'avoir raison. Soit il s'agit de conforter notre opinion, de frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, Montaigne, soit de propager nos propres convictions pour que la lumière ne soit pas mise sous le boisseau ou sous le lit, Évangile de Marc 4, 21. Pour ce faire, plusieurs stratégies sont entreprises. La plupart du temps, elles sont utilisées en même temps dans des proportions diverses car selon le mot de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, et que le destinataire doit être saisi dans l'unité et la totalité de son être. Aussi, la dimension finalistique est-elle intrinsèque à l'argumentation. En principe, il n'y a pas d'argumentation gratuite. On vise toujours une fin. Argumenter, c'est vouloir convaincre, persuader ou délibérer. Si argumenter consiste à soutenir ou à contester une opinion, cette tentative vise aussi dans le même temps à agir sur le destinataire en cherchant à le convaincre ou à le persuader. Argumenter, c'est donc justifier une opinion que l'on veut faire adopter, partager en tout ou partie. On cherche alors à convaincre par l'usage de la raison, et à persuader en faisant appel au sentiment et à l'affectivité. Argumenter, c'est aussi tenir compte de thèses différentes des nôtres, avec lesquelles nous allons entrer en discussion dans une délibération, solitaire, monologue délibératif ou collective, dialogue. Ceci nous pousse à dégager certains traits spécifiques de l'argumentation. 1. L'argumentation comme langage. La démarche argumentative utilise un véhicule, le langage écrit ou parlé, sans lequel ses objectifs ne seraient pas atteints. Le langage est constitué d'un ensemble de symboles, de termes destinés par leur agencement à transmettre une idée, Douchi-Udo, 2013/9. Il joue un rôle on ne peut plus capital, et se trouve au cœur de l'argumentation à la fois comme matière et instrument d'intervention Martineau 2012/6. En fait, le discours argumentatif ne se réduit pas à une série d'opérations logiques et de processus de pensée. Il se construit à partir de la mise en œuvre des moyens qu'offre le langage au niveau des choix lexicaux qui comportent d'emblée une orientation argumentative, de l'énonciation, des enchaînements d'énoncés, des présuppositions et des sous-entendus, Amossi 2006/31. Ce langage utilisé devra toujours être une langue naturelle, une langue de tous les jours, et non une langue artificielle comme peut l'être l'algèbre dans les mathématiques, dont tous les termes ou symboles sont définis clairement sans qu'il puisse y avoir une quelconque ambiguïté de sens, Martineau 2012/6. Cependant, il importe d'indiquer que la langue naturelle qu'emploie l'argumentation peut être ambiguë, susceptible d'être comprise par les auditeurs en fonction de leurs propres préoccupations, de leur propre culture ou chargée par eux d'un autre sens que celui que l'argumentateur entendait y mettre. Il ne peut exister dans l'argumentation de certitude quant à la compréhension absolue par l'auditoire du discours émis par l'argumentateur qui devra toujours tenir compte de ces risques de décalage, soit pour tenter de les réduire, soit de les dénoncer. Revenant sur cet aspect, Jean Salmon attire notre attention en disant que bien qu'au départ le droit soit construit du langage naturel, ce dernier se retrouve remodelé pour répondre aux fins du droit. La technique juridique tend souvent à donner aux mots utilisés un sens particulier, différent du langage naturel. Ce qui explique l'utilité du dictionnaire juridique qui enregistre des variations diachroniques et synchroniques, Salmon 2014/2. Bien sûr qu'une nuance peut être apportée à ce sujet dans l'argumentation judiciaire, où ces risques d'ambiguïté disparaissent lorsque l'avocat évoque des concepts de droit, ou utilise des expressions juridiques dont la définition est clairement établie par la loi ou la jurisprudence. C'est d'ailleurs à juste titre ce que disent certains auteurs selon lesquels la langue employée par l'avocat est mixte, à la fois naturelle et technique, Bergel 2003/209 et s. Toutefois, l'on ne devrait pas perdre de vue que le droit est dépendant de la linguistique qui le véhicule, parce que celle-ci doit permettre une juste perception par ceux auxquels elle s'adresse, Wagner 2000/195. Le langage du droit est un mode de connaissance du droit.
Le vocabulaire, les tournures de phrases permettent de caractériser la règle de droit. Mais plus le vocabulaire juridique sera spécifique, plus la connaissance de la règle de droit sera difficile. Douchi Udo 2013/9. Le terme choisi peut, par son seul énoncé, traduire une notion ayant un sens juridique précis. Il emportera une série de conséquences juridiques, un ensemble de règles consécutives, conduisant à l'assimiler au concept juridique lui-même. Les situations concrètes de la vie de tous les jours doivent donc en droit faire l'objet d'une transcription. Le professeur Mélina Douchi Udo nous donne l'exemple suivant. J'ai travaillé 20 ans à la ferme de mon père sans être rémunéré. Aujourd'hui il est mort. Mes deux frères qui prétendent vendre le domaine et partager en 3 parts égales les biens de notre père. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que je peux prétendre conserver la ferme? Le juriste comprendra. Le défunt a laissé 3 descendants en ligne directe. L'un d'eux a travaillé sans percevoir de salaire à l'entreprise agricole. Il a droit, en vertu de la loi, d'obtenir une créance de salaire différée qui devra être payée par la succession avant tout partage entre les héritiers. Par ailleurs, il peut exiger une attribution préférentielle du bien moyennant une soulte versée aux cohéritiers, ibidem 10. On s'aperçoit que la terminologie et la problématique juridique recouvrent un ensemble de mots techniques conduisant à la situation juridique. Le vocabulaire juridique a pour conséquence de situer un fait dans l'ordonnancement juridique et de prévoir les règles qui lui seront applicables. Il peut arriver que le législateur modifie non pas une règle de droit en entier, mais seulement un mot d'une disposition légale existante. Le droit français nous en donne une illustration. L'article CESA3, alinéa 1er du Code civil énonçait dans sa rédaction initiale. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. L'article 70 de la loi n° 99A641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a subsisté au terme thérapeutique, celui de médical. Désormais, l'article CESA3, alinéa 1er du Code civil indique qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne, Pedro 2008/157. À l'inverse, le langage juridique peut parfois être volontairement indéterminé. Le but poursuivi est de laisser une plus grande latitude aux juges dans l'accomplissement de la fonction qui leur est dévolue. Certains auteurs estiment que le recours à des notions indéterminées, qu'on assimile au droit mou, Jean Carbonnier, est une forme de délégation normative. Le langage sera non seulement les mots utilisés, notions floues, à contenu variable, mais aussi le contexte de leur énonciation qui a une incidence directe sur le sens et le degré de l'indétermination, et donc sur le pouvoir du juge, Douchi Udo 2013/11. De tout ce qui vient d'être indiqué, il nous revient d'affirmer que le langage est un instrument de l'argumentation. On ne le dira jamais assez, bien argumenter nécessite de bien parler et ou de bien écrire. Parce que plus haut nous avons souligné que le langage est écrit et ou oral. La rhétorique, caractéristique de l'argumentation, a toujours insisté sur les liens qui doivent exister entre l'argumentation, l'élocution, Souris 2009/193 et S, la composition et l'action. Les figures de mots, de style ou de pensée permettent en effet d'agrémenter un discours, de flatter le sens esthétique de l'auditoire, et par voie de conséquence, de faciliter parfois la persuasion ou la conviction. Il a été prouvé que la puissance de l'argumentation, son efficacité se trouve substantiellement dans le discours, Stroh 2010, Amosi 2006, dans le verbe. Reprenons pour notre compte cette citation de Gorgias, penseur grec célèbre de son temps, qui magnifie et montre l'importance du verbe. Le verbe est un grand souverain qui accomplit l'œuvre des dieux avec les corps les plus petits et les plus insignifiants. Il peut mettre fin à la peur et soulager le deuil, il peut mettre en joie et susciter une grande compassion. La force du verbe est à la tranquillité de l'âme ce que la prescription des remèdes est à l'état du corps. En effet, comme certains remèdes chassent du corps certaines humeurs, comme certains mettent fin à la maladie, d'autres à la vie, il en est de même avec les discours. Les uns troublent, les autres réjouissent, les uns désarçonnent et ensorcellent l'âme par une persuasion mauvaise. Gorgias cité par Stroh 2010/11-12. De toute façon, chez les anciens, notamment à Athènes et à Rome,
l'art de bien utiliser le verbe, le discours avait reçu des lettres de noblesse dans la rhétorique vantée par des sophistes et autres penseurs. Cependant elle fera l'objet de vives critiques dont celle d'Emmanuel Kant qui l'a considérée comme un art de la ruse sournoise, par lequel un homme se sert d'un autre homme comme d'un moyen, au lieu de toujours respecter l'homme comme fin, Kant, cité par Stroh 2010/13. En somme, le langage dans toutes ses formes, orale, écrite, gestuelle, est un outil utile et nécessaire pour l'argumentation. 2. L'argumentation est toujours le fait d'une personne. C'est toujours une personne qui émet une argumentation. L'argumentateur ne peut pas se mettre entre parenthèses, il ne saura jamais disparaître derrière son message. Il s'y implique avec ses mots, ses qualités propres, ses tics, son passé, son histoire connue ou non de son auditoire. Par exemple en matière judiciaire, le choix de son avocat ne devrait pas être anodin. Le statut de spécialiste ou d'expert renforce au préalable la portée de l'argumentation qui pourra être produite indépendamment du contenu du discours et quel qu'en soit le fondement. Martineau, 2012/6. La personne auteur de l'argumentation peut évidemment être tout homme, mais en réalité il s'agit de tout l'homme qui argumente. Tout l'homme compris dans le sens que la personne est le fruit de son histoire, de son milieu, bien sûr de ses capacités avec ses expériences, certainement avec son expertise, et à cela y ajouter la combinaison de tout ce qu'il a rencontré dans ses voyages, études classiques ou formation continue, l'interaction avec d'autres cultures. Bref, tout ce qui doit être dit à son sujet. Dans une affaire pour laquelle je comparaissais conjointement avec Maître ML au tribunal de paix de Kassangoulou, Congo central rez-de-chaussée, l'avocat de la partie adverse, cherchant à nous déstabiliser, a tenté de mettre en cause les capacités linguistiques et culturelles de mon confrère. Il s'est adressé au tribunal en ces termes : « Monsieur le Président, nous sommes en matière coutumière, parlant des questions sensibles relatives au pouvoir coutumier. Les parties doivent maîtriser la tradition et coutume des Bas-Congo, d'ici où votre auguste tribunal est implanté. Maître ML qui est en face de nous ne sait même pas bien lire le Kikongo. Or le document qui a retracé l'installation de ma cliente comme chef coutumier est écrit dans la langue locale. Maître ML est Mukongo de nom et ne connaît pas la culture. Il risque de vous induire en erreur, ce n'est pas la personne qu'il faut pour défendre les intérêts opposés à ceux de ma cliente. Il va sans dire que ces propos de notre contradicteur relevaient du sophisme. Mais en réalité ce qui peu nous intéresse dans le cadre du point que nous traitons, est qu'il faut le souligner la personne de l'argumentateur, considéré dans tout son être, ses connaissances, son expérience, son intégration dans une culture donnée, sa notoriété, etc., reste essentiel. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne choisit pas un avocat au hasard. À cet égard, la question reste entière quant à la pratique des bureaux de consultation gratuites qui commettent, parfois de manière hasardeuse, des avocats prodéo dans certaines affaires qui s'avèrent complexes. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre les critères très sélectifs relatifs au recrutement d'un juge à la Cour internationale de justice. Il faut que le candidat soit parmi les plus grands connaisseurs du droit international, et se soit distingué par ses écrits, ses prestations et doté de grandes qualités morales. 3. L'argumentation s'adresse toujours à un auditoire. L'auditoire se trouve être parmi les éléments essentiels de l'argumentation. Chaim Perelman et Lucy Olbrecht-Titeka le définissent comme l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influencer par son argumentation. Perelman et Olbrecht-Titeka, 2008/25. Il importe peu que le public soit composé d'un seul interlocuteur ou d'une assemblée nombreuse, qu'il soit délimité ou indéterminé, présent ou absent. Il peut s'agir d'un investisseur potentiel auquel on propose d'acheter des parts dans une entreprise, des représentants d'un parti politique ou encore du public au contour flou auquel un écrivain destine son œuvre, Amosi 2006/42. La notion d'auditoire est complexe, et ne peut être traitée de manière substantielle dans le cadre limité de notre étude. Cependant, indiquons quelques-unes de ses spécificités. A. Variabilité de l'auditoire. L'auditoire constitue une entité variable que le locuteur détermine lorsqu'il choisit pour cible de son entreprise de persuasion un individu, un groupe restreint ou un vaste public. En droit international par exemple, l'auditoire du juge n'est pas le même que celui de l'État. Ce dernier peut viser à convaincre d'autres États,
son opinion publique ou une partie de celle-ci, parlementaires, des organes internationaux détenteurs d'un pouvoir de décision, etc. Salmon 2014 sur 132. Aussi, dans le cadre de l'argumentation judiciaire, l'auditoire de l'avocat est style spécifique. Il est composé des juges, le plus souvent spécialisés, investis de la mission de rendre la justice, c'est-à-dire d'appliquer au corpus de faits qui leur sont soumis par les parties la norme juridique la plus adéquate. Hormis les cas de huis clos prévus par la loi, l'avocat s'exprime également devant un public composé de personnes venues assister à l'audience et ayant ou non des liens d'intérêt avec l'affaire débattue. Bien qu'il ait demandé à ces personnes d'observer une attitude digne et de garder le respect dû à la justice, ne pas parler sans y avoir été invité ou dédonner des signes d'approbation ou de désapprobation, il arrive que ce public soit indiscipliné et qu'il manifeste ouvertement sa faveur à l'une ou l'autre des thèses en présence. Il appartient alors à l'avocat de savoir tirer parti de cette situation, Martineau, 2012 sur 7. Toujours dans le cadre de l'argumentation judiciaire, rappelons que l'auditoire du juge international est plus restreint. Selon qu'il s'agit de la matière contentieuse ou consultative, l'auditoire varie. Ainsi, dans l'activité contentieuse, l'auditoire est constitué par les parties au litige. Par contre, dans l'activité consultative, l'auditoire est constitué en principe par l'organisation internationale qui a demandé l'avis et à travers elle, l'ensemble de ses États membres, notamment lorsqu'il s'agit de l'interprétation de la charte constitutive de l'organisation demanderesse ou de questions relatives à son activité ayant un caractère d'intérêt général, Salmon 2014 sur 133. Les exemples des avis consultatifs sont nombreux, dont ceux demandés par l'Assemblée générale de l'ONU, les conditions de l'admission d'un État comme membre des Nations Unies du 28 mai 1948, SIG, recueil 1947 à 1948, pp 53 et s, réparation des dommages subis au service des Nations Unies du 11 avril 1949, SIG, recueil 1949, pp 174 et s, réserve à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 25 mai 1951, SIG, recueil 1951, pp 15 et s, certaines dépenses des Nations Unies du 20 juillet 1962, SIG, recueil 1962, pp 151 et s, Sahara occidental du 16 octobre 1975, SIG, recueil 1975, interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Égypte du 20 décembre 1980, SIG, recueil 1980, applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'ONU du 26 avril 1988, SIG, recueil 1988, licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires du 8 juillet 1996, SIG, recueil 1996, licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État lors d'un conflit armé du 8 juillet 1996, SIG, recueil 1996, conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé du 9 juillet 2004, SIG, recueil 2004, etc. En principe, l'auditoire dans chacune de ces affaires est généralement l'ONU qui avait fait la demande de l'avis consultatif auprès de la Cour internationale de justice. À travers évidemment cette structure intergouvernementale, et selon le cas de l'avis sollicité, l'on devra considérer comme destinataire de la décision du juge international les États membres. Les doctrinaires intéressés aux questions touchant l'organisation et le fonctionnement de la structure internationale font également partie de l'auditoire dont est question. B. Auditoires homogènes et composites. Pour Chaim Perelman et Lucy Olbrecht-Titeka, il arrive bien souvent que l'orateur ait à persuader un auditoire composite, réunissant des personnes différenciées par leur caractère, leurs attaches ou leurs fonctions. Il devra utiliser des arguments multiples pour gagner les divers éléments de son auditoire. C'est l'art de tenir compte, dans son argumentation, de cet auditoire composite qui caractérise le grand orateur. On pourrait trouver des échantillons de cet art en analysant les discours tenus devant les parlements, où les éléments de l'auditoire composite sont facilement discernables, Perelman et Olbrecht-Titeka, 2008 sur 28. Devant ces factions différentes et souvent antagonistes,
Il en ressort une opposition entre les auditoires qui, en apparence du moins, se donnent comme homogènes et ceux qui apparaissent comme composites ou hétérogènes, Amosi 2006/52. En fait, on a un seul Parlement mais plusieurs auditoires en son sein, selon que l'on est de la majorité au pouvoir ou de l'opposition ou encore au centre. Même au sein de la même tendance politique, il se pourrait qu'on y trouve encore plusieurs sensibilités contribuant à leur tour à la complexité de l'auditoire. En prenant la configuration politique congolaise, rez-de-chaussée, de la législature de 2011, on se rend compte que la majorité présidentielle est composée de plusieurs partis politiques et même des personnalités indépendantes autour du parti présidentiel, PPRD. Il s'agit d'un auditoire qui agit souvent en bloc uni, pour exécuter par exemple un mot d'ordre qui vient de leur autorité morale. Il n'est cependant pas exclu que certains partis ou même des élus du parti présidentiel prennent leur liberté pour critiquer ou demander des explications complémentaires au mot d'ordre. D'autres encore cherchent à être ménagés différemment que certains de leurs collègues, parce qu'ils représentent une sensibilité peu ordinaire. On parlera d'un auditoire homogène lorsqu'il s'agit d'un public qui partage des valeurs, voire des objectifs, une vision du monde, une doctrine et un programme identiques. Et l'on peut dire qu'il est plus aisé pour l'orateur de persuader ceux qui pensent comme lui, qui communient aux mêmes valeurs que lui. Un auditoire est composite, lorsqu'il est constitué de groupes différenciés, voire rivaux. Disons par ailleurs qu'une seule personne peut constituer un auditoire composite en ce qu'elle a en elle une dimension religieuse, le chrétien, familial, le père, national, le patriote, sexuel, l'homme, etc. Amosi 2006/53. L'orateur n'aura pas tâche facile pour convaincre pareil auditoire. Il lui faudra des stratégies, dont celle de serrer les groupes d'allocuteurs auxquels le discours s'adresse et de concilier les prémices et les évidences partagées que le discours utilise pour chacun des groupes, Ibidem 59. Il peut arriver qu'on puisse se retrouver devant une pluralité d'auditoires, qui peuvent être en interaction. Parfois, il est des litiges si importants pour la société civile qu'ils sont fortement médiatisés. L'on peut penser en RD Congo au procès sur l'assassinat de Chebeya Bahizire, activiste des droits de l'homme tué en juin 2010, à celui du colonel Mamadou Ndala assassiné également dans des conditions floues à Beni à l'est de ce pays en janvier 2014, etc. Dans ce cas de figure, l'argumentation devra être développée non seulement devant l'auditoire naturel de l'avocat, à savoir les juges composant les cours ou tribunaux, mais aussi devant les journalistes qui suivent le dossier. Assurément, ces derniers, par définition, n'ont pas accès à tous les éléments du dossier et ne peuvent en avoir qu'une vue parcellaire. De surcroît, n'étant pas juristes, les subtilités d'une opération de qualification en matière pénale et ou d'un raisonnement juridique qui s'appuie sur une analyse fine de la jurisprudence peuvent aller à contrario du préjugé naturel d'une opinion publique dont le journaliste n'est que le porte-parole et à laquelle il souhaite explicitement ou implicitement donner satisfaction. Comme l'indiquent plusieurs auteurs, dans ce cas, la préparation d'une argumentation persuasive passe par la recherche, l'appréhension et la mise à jour des valeurs, le cas échéant, des préjugés et ou des grilles interprétatives propres à chacun des auditoires. Souris, 209/196 et S. Salmon 2014/136 et S. Amosi 2006/60 et S. Une telle argumentation veillera surtout à sa cohérence interne, l'énoncé d'une thèse juridique devant être par exemple, développée de telle façon qu'elle puisse être destinée à la fois aux magistrats et à l'opinion publique. Martineau, 2012/8. C. Auditoire universel. La notion d'auditoire universel a été suffisamment étudiée par Chaim Perelman dans plusieurs de ses réflexions, particulièrement dans le traité de l'argumentation auquel nous nous référons abondamment dans cette étude. Depuis, plusieurs écrits et même des ouvrages entiers ont été consacrés à cette notion qui est loin de tarir les débats qu'elle implique particulièrement en philosophie du droit. Nous mentionnons de façon particulière l'ouvrage du professeur Georges Secristy, L'auditoire universel dans l'argumentation juridique, Bruxelles, Bruylant 2005, traduit de l'anglais et présenté par Guy Archer. Loin de nous la prétention de revenir en détail sur cette notion dans le cadre bien limité de notre livre. Essayons d'en comprendre certains contours par quelques extraits du livre de Perelman. Nous croyons donc que les auditoires ne sont point indépendants.
que ce sont des auditoires concrets particuliers qui peuvent faire valoir une conception de l'auditoire universel qui leur est propre. Mais par contre, c'est l'auditoire universel non défini qui est invoqué pour juger de la conception de l'auditoire universel propre à tel auditoire concret. On peut dire que les auditoires se jugent les uns les autres. Perelman et Olbrecht-Titeka 2008/46. Ce qui suscite par-dessus tout l'intérêt, c'est une technique argumentative qui s'imposerait à tous les auditoires indifféremment ou du moins, à tous les auditoires composés d'hommes compétents et raisonnables. La recherche d'une objectivité quelle que soit sa nature, correspond à cet idéal, à ce désir de transcender les particularités historiques ou locales de façon que les thèses défendues puissent être admises par tous, Ibidem, 34. Une argumentation qui s'adresse à un auditoire universel doit convaincre le lecteur du caractère contraignant des raisons fournies, de leur évidence, de leur validité intemporelle et absolue, indépendante des contingences locales ou historiques, Ibidem, 41. De ces citations, l'on pourrait déduire que l'auditoire universel est celui qui est composé de tous les hommes compétents et raisonnables, de toutes les cultures et de tous les temps. L'orateur doit pouvoir produire un discours qui puisse être accepté par tous les êtres de raison, et qui transcende les particularités historiques et locales. On notera un double mouvement qui semble animer cette notion, Archer, In Christi 2005/10. D'une part, elle émerge indubitablement des auditoires particuliers, d'autre part, elle possède une certaine indépendance par rapport à ces derniers, du moins sous la forme de l'auditoire universel non défini. Pour Perelman, un auditoire particulier et concret, situé, propose une conception de l'auditoire universel, c'est-à-dire développe des arguments qui seraient selon ses membres susceptibles d'entraîner l'adhésion de tout interlocuteur de bonne foi, capable d'utiliser la raison, Perelman et Olbrecht-Titeka 2008/42. Cette vision perelmanienne a été critiquée, reprochée de relever de l'utopie, Salmon 2014/143, ce que lui-même admet par ailleurs, Perelman et Olbrecht-Titeka 2008/43, dans la mesure où chaque culture, chaque individu a sa propre conception de l'auditoire universel. Pour peu qu'on ait compris que l'auditoire universel voudrait rassembler le plus possible, Jean Salmon s'est interrogé sur ce que pourrait justement être celui auquel la Cour internationale de justice s'adresse. D'abord, il note que la tentative de diversifier la composition géographique de cette Cour, conformément à l'article 9 de son statut, est indicative d'un souci de représentation globale. Mais il ne s'empêche pas de s'interroger à la suite des autres, si cet amalgame est de nature à constituer vraiment une culture juridique universelle. Salmon 2014/143, Prot 1978/339. Quoi qu'il en soit, poursuit Jean Salmon, il est incontestable que chaque fois que la Cour passe du particulier au général, elle doit convaincre un auditoire plus étendu. Ceci se présente notamment lorsque la Cour aborde des questions d'intérêt général. Les prononcés sont abstraits sur l'existence ou le sens de règles de droit international, adoptées ou non dans des obiter dicta, affectant le contenu du droit international général, Salmon 2014/143. Et le professeur belge n'hésite pas d'indiquer que l'auditoire universel de la Cour internationale de justice est la communauté des États, et il ajoute même la doctrine, Ibidem, 142. En tout état de cause, sauf dans le cas de délibération pour soi-même, l'argumentation présuppose toujours une pluralité, qu'il s'agisse d'une diade, à savoir deux individus, le premier exposant sa thèse au second, ou d'un groupe plus nombreux tel une assemblée, un public. On peut imaginer un ensemble de personnes concevant d'une argumentation, destinée à un autre ensemble. Bref, l'argumentation est toujours un phénomène social. La question de l'auditoire universel ne pourrait donc pas échapper à la totalité de sa nature, mais également à la particularité de son contexte. Ce qui rejoint dans une certaine mesure les réticences émises quant à l'universalité que pourrait revêtir un auditoire d'après Perelman. 4. L'argumentation vise à convaincre. Convaincre, c'est amener quelqu'un par raisonnement ou par preuve à reconnaître la vérité, l'exactitude d'un fait ou sa nécessité. Le Petit Larousse illustré 2006 page 290. On s'appuie sur des éléments objectifs. Pour convaincre, celui qui argumente fait appel à la raison, aux facultés d'analyse et de raisonnement, à l'esprit critique du destinataire afin d'obtenir son adhésion, son accord après mûre réflexion.
À cet égard, il le fait par la formulation d'une thèse. Il cède d'arguments, c'est-à-dire des éléments de preuve destinés à l'étayer ou à la réfuter. Ces arguments, ainsi que nous le verrons, sont eux-mêmes illustrés par des exemples variés. Tirés de l'expérience personnelle, de l'actualité, des lectures, des divers domaines de la connaissance, sciences, histoire, politique, jurisprudence, philosophie, etc. Cela peut passer par des références à d'autres penseurs ou écrivains, citations, à des anecdotes amusantes ou frappantes, paraboles, à la sagesse de certains peuples, proverbes, à des valeurs symboliques ou culturelles partagées, zoomorphismes, mythes, etc. Ils sont présentés de manière ordonnée dans le cadre d'un raisonnement, inductif, déductif, critique, dialectique, par analogie, par l'absurde, sous forme de plans et d'une progression argumentative, le plus souvent selon la loi d'intérêt, du moins importante au plus important, où ils sont souvent reliés entre eux par des connecteurs logiques qui jouent le rôle de balis ou de marqueurs ou encore de poteaux indicateurs, Goldsberg 2013a, 16 et s. Indiquons que les connecteurs les plus importants sont ceux qui soulignent la causalité. On peut citer également ceux qui ordonnent la présentation. Généralement, il est conseillé au plaideur, à l'orateur ou à celui qui présente son exposé, peut-être moins au juge, d'abuser de ces signaux pour capter l'attention de son auditoire ou du moins pour éviter de la perdre. Cela s'inscrit dans une stratégie argumentative. Développer ou réfuter une thèse, concéder, débattre. Le schéma argumentatif peut varier. Le plaideur ou le locuteur peut choisir de défendre sa propre thèse et de passer sous silence celle de ses adversaires dans une splendide indifférence. Salmon 2014 sur 203 et s. Il peut aussi commencer par réfuter la thèse adverse ou à l'inverse, il peut se montrer conciliant en acceptant quelques points, mineurs, de la thèse adverse afin de mieux disposer le destinataire à accepter la sienne. Tout dépend du rapport de force réel ou supposé. Notons tout de même que le juge, appelé à confronter les thèses en présence, ne peut se permettre cette liberté. Son devoir s'articule dans la prise en compte pertinente des moyens avancés par les parties opposées. 5. L'argumentation vise à persuader. Quand le discours argumentatif fait appel aux sentiments ou aux émotions du destinataire, il cherche à persuader. Il s'agit pour l'argumentateur de jouer sur des valeurs et des repères culturels communs. En effet, une argumentation met en jeu de manière explicite ou implicite un système de pensée. L'argumentateur, s'il veut toucher son destinataire, doit s'efforcer de comprendre le système de valeurs de ceux auxquels il s'adresse. L'on peut même faire couler des larmes, demander à l'interlocuteur de se mettre à la place de la personne pour laquelle on veut faire accepter sa cause, par exemple une mère ou un père dont l'enfant a été égorgé, ou un homme dont la femme a été violée puis tuée sous ses yeux, etc. Dans le cadre de la persuasion, la défense d'une thèse s'appuiera sur des principes universels ou du moins en principes partagés par la majorité, la vérité, le droit au bonheur, l'équité, la sincérité, ou sur les valeurs admises par un groupe social déterminé, l'honneur, le courage, la probité, le travail, le patriotisme, etc. Cette thèse s'appuie également sur des références culturelles communes qui font naître une complicité propice à l'adhésion. Jeux de mots, traits d'esprit, allusions, etc. Le discours va se faire à la fois expressif et impressif. Il va essayer de transmettre des émotions fortes, d'impressionner le destinataire pour agir sur lui. Celui qui argumente doit impliquer ses destinataires, leur faire considérer que sa thèse est aussi la leur, qu'ils partagent les mêmes combats et les mêmes intérêts. 2 est ainsi amené à utiliser souvent le tu ou le vous, parfois le nous qui crée une communauté d'intérêts. Il prend ses interlocuteurs à témoin au moyen d'interrogations oratoires dont il n'attend pas de vraies réponses. Ces questions rhétoriques ou fausses questions sont simplement destinées à animer le discours et à varier le mode de l'affirmation. Il est exigé à l'argumentateur de provoquer un phénomène d'identification à ses vues. L'adhésion recherchée est plus viscérale que réfléchie. Nous assistons alors à une modalisation forte. Celui qui argumente s'implique fortement dans son discours, voire précédemment la caractéristique selon laquelle l'argumentation est le fait d'une personne. Il amplifie ses jugements par le recours à des termes mélioratifs ou péjoratifs, à des adverbes d'intensité, à des images qui heurtent ou font rêver. Il spécule le plus souvent sur des réactions primaires, joie, peur, tristesse ou colère. Pour persuader son interlocuteur ou son auditoire,
l'argumentateur va jouer sur les émotions fortes de l'indignation ou de l'enthousiasme. Il peut exciter la pitié pour les victimes, l'indignation devant l'inacceptable, la révolte contre l'injustice. Ce type de discours recourt fréquemment au registre pathétique, ibidem. Certains indices de ce type d'argumentation persuasive. L'emploi du champ lexical de la douleur, de la plainte. Recours à un vocabulaire partagé avec l'auditoire. Familiarité, jargon. Les oppositions entre ombre et lumière, civilisation et barbarie, raison et folie. La présence de figures d'insistance, répétition, anaphore, gradation, pléonasme, de figures d'opposition, antithèse, oxymore, les alliances, oxymore, hypallage. Le recours aux exclamations et interrogations qui trahissent l'affectivité débordante ou la volonté d'animer le propos. Des rythmes souvent binaires, affectifs ou cumulatifs, extériorisation d'un trop-plein intérieur. L'utilisation d'effets syntaxiques, phrases construites selon un rythme fortement marqué, brusque rupture rythmique pour surprendre ou choquer le destinataire, anacolute, phrase s'achevant sur une chute, c'est-à-dire une conclusion inattendue. Art de la formule aux endroits stratégiques du propos, parallélisme, antanaclase, chiasme, paronomase. L'utilisation de rythmes ternaires pour créer des moments oratoires équilibrés, après l'expression vive des sentiments. Recours à des formes incantatoires, anaphore, allitération, paronomase. Le goût pour des descriptions vives, capables d'ébranler l'affectivité du public, pleurs, rire. Cependant, cette volonté de persuader à tout prix peut sombrer dans la manipulation, Labigne 2007, Souris 2011. Le locuteur cherche à prendre le contrôle de son auditoire en l'affolant, en jouant sur ses peurs ataviques, sur ses réflexes d'exclusion, de mobilisation contre l'ennemi commun, ou au contraire en le flattant, en produisant des promesses inconsidérées, en caricaturant. Somme toute, le discours argumentatif de persuasion reste une technique d'influence qui laisse tout de même à l'auditeur la liberté de son choix final, de son adhésion aux propos qu'il entend. C'est ainsi que pour ce cas, l'argumentation se distingue de la contrainte qui résulterait par exemple d'un ordre militaire, du commandement d'un supérieur hiérarchique, ou même de la démonstration professorale donnée dans un cours. En tout état de cause, retenons en définitive qu'argumentation et persuasion sont inséparables. L'on notera, pour passer à une autre caractéristique de l'argumentation, que la doctrine a nettement marqué la différence entre persuader et convaincre. Chaim Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka nous disent que pour qui se préoccupe du résultat, persuader est plus que convaincre, la conviction n'étant que le premier stade qui mène à l'action. Par contre, pour qui est préoccupé du caractère rationnel de l'adhésion, convaincre est plus que persuader, Perelman et Olbrecht-Titeka, 2008/35. Pour Blaise Pascal, c'est l'automate que l'on persuade, c'est-à-dire le corps, l'imagination, le sentiment, bref tout ce qui n'est point la raison. C'est la raison que l'on convainc, Pascal 1936/252. Reprenant cette distinction, Perelman et Olbrecht-Titeka considèrent que l'argumentation persuasive ne prétendrait valoir que pour un auditoire particulier, et serait convaincante l'argumentation censée obtenir l'adhésion de tout être de raison, Perelman et Olbrecht-Titeka, 2008/36. Terminons ce point relatif aux nuances entre persuader et convaincre en se référant à Emmanuel Kant qui considère que, quand la croyance est valable pour chacun en tant du moins qu'il a de la raison, son principe est objectivement suffisant et la croyance se nomme conviction. Si elle n'a son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se nomme persuasion. Kant 1965, 3-3. 6. L'argumentation aide à la délibération. Pour peu que nous gardions le sens générique, nous pouvons dire que délibérer c'est examiner les différents aspects d'une question, en débattre, y réfléchir afin de prendre une décision, de choisir une solution. C'est donc se confronter à ses propres objections ou à celles d'autrui, avant de construire sa propre opinion. Cette nécessaire étape de la réflexion personnelle permet de considérer l'avis d'autrui, et de peser la vérité, ou l'accord au réel, de différentes positions avant de décider. La délibération est également essentielle au débat public dans une démocratie, Habermas 1997. Elle revêt également une dimension collective. Au cours d'un procès avant la sentence, les juges sont amenés à délibérer. Avant de proclamer les résultats obtenus par les étudiants à l'issue des examens scolaires,
Le jury procède à la délibération. L'essai, le dialogue ou l'apologue sont des genres littéraires particulièrement adaptés à l'expression d'une délibération. Pour rester dans le domaine juridique qui nous intéresse, l'on notera que l'analyse des décisions judiciaires montre bien que le motif exprime le résultat des débats qu'ont fait les membres de la composition d'une chambre d'une cour ou d'un tribunal, en considération bien entendu des avis des parties confrontées au droit. Après délibération, la cour ou le tribunal indique les raisons de sa décision. L'indication de ces raisons se fait par et à travers l'argumentation. 7. L'argumentation postule des conclusions controversables. Quelle que soit la force des idées émises dans l'argumentation, les conclusions avancées par l'orateur restent toujours réfutables, critiquables. Cela est encore plus valable pour un avocat dans une argumentation judiciaire. En effet, l'auditoire reste libre de rejeter ou d'accepter la thèse qui lui est proposée, mais aussi, et surtout que l'argumentation judiciaire est énoncée dans un cadre qui en prévoit institutionnellement l'immédiate contradiction par une argumentation adverse. Martineau, 2012/9. Le principe du contradictoire, essentiel à toute la procédure judiciaire, en constitue la meilleure traduction. Dans ce registre, l'on peut dire que les mécanismes institutionnels de contestation des décisions judiciaires, recours, sont autant l'expression de l'adversité et de la liberté d'accepter ces décisions par les parties comme auditoires. Il s'agit d'un droit fondamental comme on peut le comprendre au travers des dispositions de l'article 21, alinéa 2 de la Constitution congolaise. Le droit de former recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, le caractère des conclusions controversables marque les arrêts ou jugements prononcés par les cours ou tribunaux congolais, sous réserve des décisions non susceptibles de contestation telles celles coulées en force de choses jugées, celles prises en dernier ressort, celles de certaines juridictions comme la Cour constitutionnelle art. 168 de la Constitution congolaise. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, etc. Aussi, le caractère de réfutabilité concerne-t-il les décisions, notes, avis juridiques des conseillers dans différents cabinets et administrations, les rapports des magistrats à leur hiérarchie sur des dossiers en instruction. Ces décisions, notes, avis et rapports, si l'on admet qu'il y ait fait recours à l'argumentation, font l'objet d'appréciation par leurs destinataires, auditoires, qui peuvent les accepter, les refuser entièrement ou les admettre partiellement, expression de controverse et d'adversité dans une certaine mesure. Disons que même les arrêts de la Cour constitutionnelle tels que rappelés ci haut, les décisions judiciaires revêtues de la force de choses jugées, etc., peuvent être réfutées par la doctrine. Dans ce cas, il ne s'agira plus d'un recours organisé par la procédure judiciaire ou administrative, mais l'exercice d'une autre prérogative qui revient aux penseurs et spécialistes du domaine qui donnent leur point de vue en critiquant, parfois même en déconstruisant le raisonnement fait par une cour ou un tribunal dans une décision. Ceci nous amène à dire que tout n'est pas d'emblée évident, obvi dans une controverse argumentative. Le rationalisme critique de Karl Popper avec sa théorie de la réfutabilité, Popper 1985/87, Popper 1988/124-125, trouve sa place pour nos propos. Notons qu'en dehors de certains domaines où certaines choses paraissent évidentes de par leur nature, il se remarque que l'argumentation dans le champ politique et juridique, caractérisée par la controverse et l'adversité, se meut le plus souvent sur du vraisemblable. Il existera toujours une discordance des opinions, soit sur les concepts, soit sur les faits, soit sur leur qualification. Platon, accroché à la dialectique, art du dialogue et de la discussion, a réussi à traduire la sagesse que son maître, Socrate, transmettait à ses interlocuteurs. Les spécialistes de la dialectique et de l'argumentation, Moreau 1963/207, Perelman 1999/102, s'en sont inspirés pour exclure l'évidence des opinions avancées par les différentes parties à une dispute. Platon l'exprime sans embâche lorsqu'il rapporte les propos de son maître à Euthyphron. Si nous différions d'avis, toi et moi, sur le nombre des œufs dans un panier, sur la longueur d'une pièce d'étoffe ou sur le poids d'un sac de blé, nous ne nous disputerions pas pour cela, nous n'entamerions pas une discussion. Il nous suffirait de compter, de mesurer ou de peser, et notre différend serait résolu.
Les différends ne se prolongent et ne s'enveniment que là où nous manque de tels procédés de mesure, de tels critères d'objectivité. Platon 1979/7 BD. Partant de ce qui précède, il va sans dire qu'en matière judiciaire, le procès est la négation de la notion d'évidence, car par définition, l'évidence s'impose à tous, cette dernière étant comprise comme ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Indiquons aussitôt que le caractère sérieux de cette contestation exclut bien entendu la mauvaise foi et la méconnaissance grossière d'une règle de droit insusceptible d'interprétation ou d'éléments de fait incontestables. Martineau, 2012/10. Ainsi, dans un procès de bonne foi et pas les commérages qui caractérisent souvent certains procès politiques auxquels nous assistons à l'occasion de la contestation des résultats électoraux ou des poursuites des adversaires politiques, les deux thèses présentées par les avocats respectifs des parties n'ont donc point le caractère d'évidence cartésienne propre à assurer la conviction universelle au sens philosophique. Il reviendra au juge de choisir l'une des deux qui lui paraît la plus vraisemblable, la plus conforme à l'idée intime qu'il se fait du dossier, de ses éléments de fait et de la règle de droit qu'il convient de lui appliquer. 8. Le rôle essentiel de la critique dans l'argumentation. Dans la même lancée du caractère controversable du discours argumentatif, nous estimons utile de mettre un accent particulier sur le rôle de la critique. En effet, la critique, également dans le domaine juridique, peut se comprendre comme une rupture éthique, une conception nouvelle et polémique du droit. Mais elle présente aussi une rupture, par rapport aux modalités expressives de la tradition dominante, que l'on pourrait qualifier d'esthétique. Prost 2013/197. Il s'agit du mouvement par lequel le sujet se donne le droit d'interroger la vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de vérité. Foucault, 1990/36. La critique est au cœur de la spéculation scientifique, puisqu'elle encourage la science à polémiquer avec elle-même. Certes, la pensée critique, comme toute pensée innovante, a inventé ses objets propres, ses notions singulières qu'elle a mises en œuvre dans un style à nul autre pareil. Mais dans cette manière singulière, il y a bien autre chose qu'un enjeu décoratif ou ornemental. La pensée critique porte à l'incandescence la question de la forme expressive. Le langage hétérogène, polymorphe, qu'elle invente pour manipuler des objets atypiques dans un style baroque est un élément constitutif de la pensée critique. Prost 2013/197. L'argumentation reste le meilleur canal, justement pour ce travail de réfutation, de polémique et de contradiction. Pour Michel Foucault, la critique rend indocile celui qui l'utilise, mais il s'agit d'une indocilité réfléchie. Foucault, 1990/36. Celle-ci, face au conservatisme éclairé des juristes, Hennessy Picard et Benguelab 2013/62, démystifie la loi en la montrant sous son vrai jour, aussi arbitraire et violente qu'elle soit, afin d'ouvrir des espaces de liberté aux hommes toujours avides de créer des passerelles inédites entre leurs connaissances et leurs actions. La critique est autant source de destruction et de transgression que condition de renouvellement, donc de dépassement, de véracité scientifique. Ibidem 63. L'évolution de la science juridique est à n'en point douter le résultat de ce choc des idées qui se produit à la suite du travail critique de la lege lata. Les propositions de lege ferenda qui s'en dégagent, fruit de la réfutation du droit positif, ne durent que l'espace d'un temps car sujettent, elles aussi une fois appliquées à des critiques par rapport aux résultats escomptés. C'est ainsi que le droit international, comme langage construit par les internationalistes, est le produit de contradictions. Lagerwall 2013/17. Il va sans dire que la doctrine qui s'inscrit dans cette perspective se caractérise par construction et déconstruction. L'arme utilisée pour ce fait est l'argumentation critique. À la suite de cet exercice scientifique, plusieurs écoles voient le jour. C'est ainsi que par exemple pour l'école de Reims, le débat juridique se fonde sur des concepts et des règles qui ne disposent d'aucun contenu précis. Le droit se crée lorsque l'opposition entre des intérêts contradictoires, la contradiction primitive, aboutit à une conciliation. Salmon 1986/71. Si une telle conciliation se produit réellement, la contradiction primitive se meut en norme juridique et peut être appliquée de manière efficace. Droit exécutoire, Chemillier-Gendreau 1978/52. Lorsqu'au contraire, cette conciliation n'est pas réalisée de façon satisfaisante,
L'antagonisme subsiste et la norme juridique ne participe alors qu'au camouflage de cet antagonisme ou à sa mise entre parenthèses. Salmon 1982 sur 349-350. Une telle norme est souvent destinée à rester lettre morte, droit proclamatoire, Chemillier-Gendreau 1978 sur 53. La critique reste permanente. C'est ce qui explique que dès le moment de sa formation, la règle juridique est soumise à d'autres contradictions à l'occasion de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.